Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo sur un Vendée Globe désastreux durant lequel seulement 11 des 30 skippers au départ ont réussi l'exploit de franchir la ligne d'arrivée, le torrent d'abandon du Vendée Globe 2008. Des deux pauvres skippers qui n'ont pas fait un jour et demi de course à la descente aux enfers d'une légende de la voile à quelques jours de l'arrivée des premiers, vous saurez tout dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la petite cloche des notifications pour être informé de toutes les futures vidéos, à partager et à venir me suivre sur ma page Facebook, dont le lien sera en description. Et sur ce, on y va pour la vidéo. Et tout d'abord, le point actu, bien évidemment, avec les arrivées de la Transat Jacques Vabre. En effet, alors que l'Ocean 50 Primonial est arrivé le premier à Fort-de-France dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 novembre à 2h54, l'ultime Gitana 17, menée de main de maître par Franck Camas et Charles Caudrelier, a lui coupé la ligne d'arrivée 13 heures plus tard, à 15h16, mardi après-midi, pour remporter la course des ultimes. Le Maxi Edmond de Rothschild a dominé somptueusement la partie, malgré la présence des petits nouveaux Banque Populaire 11 et SVR Lazartigue, menés par les tandems Lecléache Escoffier et Gabard Laperche, qui sont arrivés tous les deux mardi 24 novembre. Ce début ultime 3, mené par Thomas Coville, semblait rivaliser, mais son avarie a vu Camas et Caudrelier s'engouffrer dans la brèche. En IMOCA, l'Indout, mené par Ruyant et Lagravière, a empoché une éclatante victoire en passant la ligne d'arrivée le 25 novembre à 14h48, largement devant Apivia, mené par Charlie Dalin et Paul Mella, qui sont arrivés le 26 à 11h en deuxième position, et Charal, mené par Bayou et Pratt, qui sont arrivés le 27 à 4h26 et qui complètent le podium. En classe 40, c'est le Redman d'Anthony Carpentier et Pablo Santourde del Alco qui s'est imposé le 29 novembre à 12h pile devant le Banque du Léman de Valentin Gauthier et Simon Coster et le Cifrigo Sogestran de Cédric Château et Jérémy Mion. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. 9 novembre 2008, 13h02. Le monde de la voile s'extasie devant le départ de la 6e édition du Vendée Globe au Sables d'Olonne. L'édition de tous les superlatifs. 30 bateaux s'alignent au départ, une première dans l'histoire du légendaire Tour du Monde en solitaire en IMOCA. Des bateaux assez homogènes au niveau des dates de mise à l'eau, même s'il y a quand même une belle différence d'âge entre les plus vieux, qui est Nautic Sport Capsch, le bateau de Norbert Sedlacek, et qui date de 1995, et les plus jeunes, Aviva mené par Dick Afari, Artemis par Johnny Malbon ou encore DCNS par Marc Tiercelin. Lancés en 2008. La grande majorité des bateaux lancés en 2007 sont encore très récents. La course a fière allure. Mais tout de suite, le monde comprendra que Dame Nature en a décidé autrement. Après à peine 4 heures de course, le Temenos 2 du Suisse Dominique Vavre est de retour au sable pour régler un problème de batterie. Le cheminée Poujoula de l'autre Suisse Bernard Stam en fait de même vers 1h30 du matin, bout dehors explosé par une collision avec un bateau de pêche. Vavre repartira à 22h45, Stam le lendemain dans la nuit, mais le pire est à venir. 29h, voilà le temps qu'auront passé, en course, Yannick Bestaven et Quito de Pavan. Peu après 18h, le 10 novembre, les deux dématent quasi simultanément. C'est la fin pour Groupe Bell et Aquarelle.com qui abandonnent après moins d'un jour et demi de course. Le mât est cassé, ainsi que la baume et l'un des outriggers. Le Groupe Bell était alors à 260 480 km des Sables d'Olonne, confiera le skipper. Rentré en pleine nuit, vers 2h45 du matin, au Sables d'Olonne, il avait honte selon lui, il a tout de même été dignement accueilli par le personnel de Bell. Bestaven est lui rentré directement à La Rochelle alors que 5 bateaux depuis le début de la course sont rentrés au sable pour réparer. En plus de Vavre et Stam, ce sont des joyaux pour une panne électrique suite à une fuite de ballast, De Gentil suite à l'arrachage d'un des panneaux du pont et le Canadien Hadfield à cause d'un problème électrique qui sont rentrés au sable pour réparer. Ça cogne, ça mouille selon Marc Guillemot.
À chaque fois que ça cogne, on se demande si quelque chose va casser, parce que c'est vraiment violent. Ce n'est ni de tout repos, ni de tout confort. Le carnage se poursuit avec un troisième dématage le lendemain matin. À 7 heures, le DCNS de Marc Tiercelin est frappé à son tour. Désastre complet en une seule journée. Après cette journée bien mouvementée, le calme revint enfin. Les bateaux avancent, pas d'abandon. C'était trop beau pour être vrai. 11 jours après ce catastrophique 10 novembre 2008, nouvel abandon. Le Delta d'Or de Jérémy Bayou a cassé 2 barres de flèches assez hautes et difficiles d'accès au large du Brésil. Fin de l'aventure pour Jérémy Bayou qui se déroute vers le Brésil et annonce son abandon dans l'incapacité de réparer seul. Depuis le carnage du 10 novembre, les abandons se font plus rares. C'est mieux comme ça. Mais on dirait que le 10e jour du mois profite au dématage. Un mois jour pour jour après ce départ de course désastreux, Loïc Perron, qui détenait la tête de la course, voit Gitana Haiti démater à son tour au milieu de l'Indien. N'annonçant pas son abandon officiel, il tente de rejoindre l'Australie, seul, sous gréement de fortune. Les affaires reprennent. Un abandon peut en cacher un autre. Voilà comment on pourrait qualifier le 12 décembre 2008. 2 jours après le dématage de Gitana Haiti, les 2 Suisses de cette édition, Dominique Vavre et Bernard Stamm, se déroutent tous les deux vers les îles au niveau des îles Kerguelen. Le premier a constaté une rupture au niveau de la tête de quille de son bateau, alors que le second a pour sa part remarqué une grosse avarie sur l'un de ses safrans. Mais ce jour imprévu tourne au cauchemar. Dominique Vavre, constatant qu'il ne peut pas réparer, touche terre et abandonne automatiquement, alors que le second, ayant raté son mouillage et par un vent de 40 nœuds, s'échoue sur les rochers de l'archipel. Il sera déséchoué puis convoyé en France par le Marion Dufresne, cargo des terres australes et antarctiques françaises, de passage au Kerguelen. 2 skippers en moins, 2 Suisses sur la même journée. Ça commence à faire beaucoup. Et la situation va continuer à se dégrader. 15 décembre. La barre de liaison des safrans du Virbac-Paprec 2 de Jean-Pierre Dick se brise après un choc avec un OVNI. Alors qu'il était leader de la flotte, il fait route au nord pour pouvoir réparer. Loïc Perron annonce officiellement son abandon, ce qui porte à 7 le nombre de navigateurs à avoir jeté l'éponge après 1 mois de course. C'est du jamais vu. Le lendemain, on prend les mêmes et on recommence. Cette première place aurait-elle été maraboutée ? Ce qui est sûr, c'est qu'elle fait encore des malheurs. Ecover, bateau du Britannique Mike Golding, démate dans des vents de 50 nœuds. Le revenant des joyaux prend au passage la première place. 5e dématage depuis le début de la course. Ce même jour, Jean-Baptiste Degentil abandonne à son tour, estimant que sa sécurité n'est plus assurée sur son bateau à la suite de pannes et dysfonctionnements en tout genre de ses pilotes automatiques, mais également à cause de l'usure prématurée de ses drisses. Nous ne sommes que le 16 décembre et le Vendée Globe est parti le 8 novembre. 9 abandons. Jusqu'alors, les abandons étaient sur casse en tout genre. Mais ce 18 décembre, le cauchemar vire au drame. En train de manœuvrer, équipé de son harnais, Yann Eliès sent son bateau se soulever, puis se fracasser contre une énorme vague. Il frôle la mort. Éjecté par-dessus bord, seul son harnais le retint à la coque. Il est transi de douleur et en train de faire une embolie pulmonaire. Il ne s'en rendait pas compte. Le constat est sanglant. Il vient de se fracturer le bassin, le fémur et plusieurs côtes des suites de l'impact, alors que sa jambe est tordue à 90 degrés. Trouvant la force de se hisser à bord, il tâtonne, rampe vers le cockpit, centimètre par centimètre, dans des vents à 55 nœuds et une mer déchaînée. La douleur est insoutenable. Yann mettra plus de 10 heures à attraper une boîte de calmants et une canette de Coca-Cola. Marc Guillemot, Safran, et Samantha Davis, Roxy, sont déroutés pour lui porter secours. Dans cette situation hostile avec un océan déchaîné, Guillemot réconforte le skipper briochin qui confiera sur son lit d'hôpital à Perth en Australie que Marc était sa bouée de sauvetage. Mais il ne peut absolument pas lui venir en aide. Si les choses avaient basculé, il serait venu à bord m'aider. Mais je me refusais à lui demander de quitter son bateau. Guillemot tente pourtant bien de lui lancer une bouteille d'eau depuis son bord,
3 fois, sans succès. 3 jours après le drame, une frégate militaire australienne arrive enfin sur les lieux. Péniblement hissé dans le navire, il se sait hors de danger, à peu près. Nouveau coup dur en arrivant à terre quand il se rend compte qu'il a les testicules noirs. Alors qu'il est opéré à Perth, il reçoit un coup de fil de Zinedine Zidane, qui possède le même sponsor que lui. Il appelle également Marc Guillemot, avec qui il échange bellement et longuement le 24 décembre. Quant au beau Generali, il ne sera jamais retrouvé, malgré des tentatives de récupération de son équipe technique. Cette tragédie est restée et restera dans les annales. Noël salé pour Raphaël Dinelli. Une semaine de répit après le drame survenu à Yaneliès et les affaires reprennent. Décidément, l'océan Indien le déteste. Dans la même zone que son chavirage en 1996 où il avait failli mourir, Fondation Océan Vital se couche plusieurs fois. Le skipper girondin échappe de peu au retournement de son bateau. Le lendemain, nouvelle frayeur. Cette fois-ci, c'est Beatty, le bateau de Sébastien Josse, alors 4e, qui se couche à 110 degrés durant de longues minutes. Sans grand voile et avec une trinquette seulement, il fait route au nord pour évaluer les dégâts. 3 jours plus tard, le 27 décembre, on est reparti pour un tour et 2 nouveaux abandons. Derek Hadfield, après avoir mis le mât de Algimous Spirit of Canada dans l'eau, constate le bris de 2 de ses barres de flèches. Irréparable en solitaire, il communique son abandon. Idem pour Sébastien Josse. Ce dernier ne peut que constater les dégâts considérables du couchage qu'il a subi 3 jours plus tôt. Perte des instruments de navigation en tête de mât, multiples fissures du roof, cloisons endommagées et surtout safran bâbord bloqué en travers. Alors qu'il tente de rejoindre la terre la plus proche, Generali est officiellement déclaré perdu. Le 23 décembre, la direction de course constatait l'arrêt des balises de positionnement et l'activation automatique de la balise de détresse, alors que le 26 décembre, cette dernière cessait d'émettre et l'équipe technique renonçait aux recherches, faute de disposer d'autres moyens de localisation du voilier. Je ne sais pas si Jean-Pierre Dick avait mangé des huîtres au réveillon du 1er de l'an 2009, mais mon petit doigt me dit qu'il en garde un souvenir un peu salé. Plus sérieusement, le 1er janvier, le skipper de Virbac Paprec 2 a de nouveau heurté un ovni, ce qui a de nouveau engendré une avarie irrémédiable. Il a perdu son safran droit. Il annonce son abandon dans la foulée. Le 4 janvier, Johnny Malbon abandonne à son tour. Et pour cause, la grand voile d'Artemis se délamine. 2 abandons en 4 jours, bonne année 2009. Il faut bien un peu de positivité dans ce torrent d'abandon. Le 5 janvier, Michel Desjoyaux et Roland Jourdain, respectivement 1er et 2, doublent le Cap Horn et repassent dans l'Atlantique après 56 jours, 15 heures et 8 minutes de course pour le premier cité. En revanche, le lendemain, une nouvelle tragédie survient. Une angoisse considérable qui envahit la flotte et le PC Course. Alors au téléphone avec son grand ami Vincent Rioux, nous étions à nous raconter des histoires de marins, il me semble, dit-il, Jean Le Cam perçoit un grand bruit suspect qui provient du bateau. « Merde, c'est quoi ce bordel ?» ronchonne Jean Le Cam à la VHF. Puis soudain, plus rien. Rioux comprend qu'il se passe quelque chose de grave. Le roi Jean ne le sait pas, mais il possède un VM matériau qui ne portait plus de bulbe de quille. La sentence est irrévocable. Dans une position particulièrement inconfortable, à 200 000 au large du Cap Horn, VM matériaux a chaviré. L'alerte de chavirage donnée, le board est confronté à de nouvelles anxiétés. Aucune nouvelle du skipper. Un monument historique de la voile est peut-être en train de voir défiler sa vie devant ses yeux. Armel Lecléache et Vincent Rioux sont déroutés, le pétrolier Sonangol Cassanier également. En vérité, Jean Le Cam est prisonnier dans sa coque. Il ne peut sortir par l'avant, condamné et est confiné dans une infime partie à l'arrière. Alors que son bateau commence à remplir par l'arrière, il est confiné dans le compartiment étanche de son étrave avec le petit volume d'air restant. Quant à lui, Vincent Rioux est pris d'un stress énorme. Étant donné qu'il n'a aucune idée de l'état du marin, il ne sait même pas s'il est encore en vie, il donne tout son possible afin de rallier la zone au plus vite. Armel Lecléache fait de même.
Arrivés sur place, Vincent et Armel constatent que le bateau est partiellement rempli d'eau et l'arrière partiellement immergé. N'arrivant pas à communiquer, les deux bateaux organisent comme un relais autour de VM Matériaux au cas où ils sortent. Jusqu'à ce que, finalement, le skipper de Port-la-Forêt parvienne à lancer une balise de détresse par la trappe d'avant du bateau. Alors, une partie du stress retombe. Jean est en vie. Soudain, Vincent observe que le skipper de VM Matériaux lâche des cagettes de nourriture qui sont le prologue de sa sortie. Alors, Vincent dit, en rigolant, « Ah, ça, c'est Jor qui prépare sa sortie. Pas manqué !» In extremis, le roi Jean s'extirpe de l'épave de son bateau. Alors, Vincent Rioux passe à l'action. Mais il sait que le temps et les chances sont comptés. À chaque vague, il s'enfonçait sous l'eau. Je savais que je n'avais pas beaucoup de temps, et pas beaucoup de chance de pouvoir l'attraper, déplore-t-il. Rioux attrape alors un cordage et l'attache à son PRB-4. Premier essai, manqué. Le deuxième aussi. On a réussi à se parler, et on s'est dit, tu lâches que si tu es amarré au cordage de PRB, se souvient Rioux. Le troisième essai ne passe pas non plus. Donc, pour le quatrième, PRB-4 est avancé très près du bateau. Trop près. Soudain, il perçoit un bruit violent. Son outrigger vient de s'empaler contre ce qu'il reste de la quille de VM Matériaux. Mais Jean Le Cam a attrapé la corde qui l'amarre autour de lui. Rioux prend son bout de corde, l'attache au winch et tire de toutes ses forces, tout ce qu'il peut pour ramener son compère à bord, jusqu'à ce qu'il y parvienne. 15 minutes où le temps s'est arrêté. Mais le principal, le fondamental, est là. Jean Le Cam est en vie. Plus rien ne peut lui arriver. C'est vraiment les pires moments que j'ai vécus. Une fois que je l'ai eu à bord, plus rien n'était grave. Il n'empêche que, le lendemain, suite au dommage de la veille, la fragilisation de son outrigger droit, PRB-4 dématera. Le beau monocoque de Jean Le Cam, quant à lui, sombre dans l'oubli, au Cap Horn. Un morceau du bateau sera retrouvé 12 mois plus tard aux îles Sandwich. Prévenu par Vincent Rioux de l'existence de cette photo, Jean Le Cam n'en a aucun doute. Il s'agit d'une cloison longitudinale située sous le pont. Cela vient de l'intérieur, donc cela veut dire que le bateau est complètement destroy, annonce-t-il. Armel Lecléache peut reprendre sa route alors que Le Cam et Rioux sont remorqués, sans mât, jusqu'à Puerto Williams. Les deux hommes termineront leur Vendée Globe 2008 ensemble, sains et saufs. 3 jours après cette tragédie, le 9 janvier, la situation se complique pour Roland Jourdain. En effet, Veolia a heurté un cétacé et son skipper a constaté des fissures près du puits de quille. Afin de réparer, il passe sous voilure réduite pendant 2 jours. 3 jours plus tard, le jury dédommage Armel Lecléache de 11 heures de compensation et reclasse Vincent Rioux 3e ex aequo pour RDG, Redress Given, soit réparation donnée, suite au sauvetage de Jean Le Cam. En revanche, les rafales n'ont pas faibli au Cap Horn. Le 13 janvier, l'Aviva de Dick Cafari et l'Akena Véranda d'Arnaud Boissière sont dans l'œil du cyclone. La jeune Anglaise s'en sort mieux que le skipper Sablé. Son bateau en ressort avec seulement, entre guillemets, sa grand voile en mauvais état au 4e riz, alors que Boissière se couche par 2 fois, explosant au passage son dôme d'antenne. 3 jours plus tard, c'est au tour de Brian Thompson de subir la tempête. Son team Pindar Bahrain est obligé d'aller s'abriter sur l'île des États durant 2 jours pour ne pas subir le front froid dans le détroit de Lemaire, générant des rafales énormes pouvant aller jusqu'à 80 nœuds. Le 22 janvier, c'est l'heure des révélations pour Michel Desjoyaux. Leader de la course, le skipper finistérien avoue en effet qu'une grave avarie aurait pu stopper sa course le jour de Noël. Alors qu'il se nie à révéler la nature du problème, il confirme que cela ne pourra plus lui nuire jusqu'à l'arrivée. Le 26 janvier, Michel Desjoyaux ne peut plus tenir sa langue et révèle la nature de l'avarie qu'il a connue le jour de Noël. Il a échappé en effet de justesse à la perte totale d'un safran. Une perte sur un bateau peut être plus ou moins grave, mais c'est la pire possible qui arrive à Roland Jourdain le 29 janvier, celle de sa quille. Veolia peut désormais chavirer à tout moment et Jourdain ne sait pas s'il pourra couper la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne.
Un peu de lumière sur la côte vendéenne. Le vainqueur est connu le 1er février quand Michel Desjoyaux coupe le premier la ligne d'arrivée et devient le premier skipper de l'histoire à remporter 2 Vendée Globe. C'est sa 2e victoire sur les 3 dernières participations. Prodigieux. En revanche, Roland Jourdain, lui, annonce son abandon officiel le lendemain. La perte de sa quille le condamne à jeter l'éponge. Mais plus que ce dégât matériel, le skipper de Veolia Environnement veut privilégier l'aspect humain. Je m'en voudrais toute ma vie si jamais je passais près d'un port, que je ne m'arrêtais pas, et que, 24 ou 48 heures plus tard, je fais risquer la vie de quelqu'un pour venir me chercher, déclare-t-il. Une sage décision pour un skipper décidément maudit du Vendée Globe. Il faudra attendre quasiment une semaine pour connaître le dauphin de Mijdeij. Le 7 février, Armel Lecléache et Brit Air passent la ligne d'arrivée 2e, non sans difficulté. En effet, le skipper finistérien a subi dans le golfe de Gascogne l'arrachage de sa casquette de mât et la sortie de rail de sa têtière de grand voile. Il avouera également que depuis 2 jours il était en sous-nutrition, étant donné qu'il n'avait plus grand-chose à se mettre sous la dent. 2 jours plus tard, Marc Guillemot annonce que Safran a à son tour perdu sa quille pour les mêmes raisons que Roland Jourdain. Cette perte considérable est sans doute liée, en effet, à un choc avec un cétacé remontant au 12 décembre, qui aurait fragilisé l'appendice fondamental du bateau. La navigation n'ayant pas contribué à le préserver, Marc ne croyant pas la quille en danger, c'est une hypothèse claire à la rupture de cette dernière. Le 14 février, c'est au tour de Samantha Davis et de Roxy de passer la ligne d'arrivée en 3e position. Compte tenu des bonifications accordées à Marc Guillemot suite au sauvetage de Yann Eliès, il faut attendre l'arrivée de Safran afin de connaître le classement de la joviale britannique. C'est 2 jours plus tard que Guillemot en termine avec son tour du monde malgré la perte de sa quille. Chippant ainsi la 3e place à Sam Davis, il voit les arrivées successives de Brian Thompson sur Bahrain Team Panda qui se classe 5e et de Dick Afari à Viva qui se classe 6e et qui devient, par la même occasion, la première femme à réaliser le tour du monde dans les 2 sens. Pour ce qui est des arrivées, c'est Arnaud Boissière à Kena Véranda qui sera le prochain à couper la ligne d'arrivée le 22 février en 7e position, alors que Steve White, sur Toe in the Water, fait de même 4 jours plus tard. Le 9 mars, le scalp de la dernière avarie de ce Vendée Globe 2008 va revenir à Raphaël Dinelli. Il annonce en effet que Fondation Océan Vital a cassé sa baume. Après un appel avec Jean-Yves Chauve, éternel médecin de la course, cela va s'avérer plus grave que prévu. Le natif de Floirac s'est en effet cassé une côte. Il coupera la ligne d'arrivée le 14 mars, 4 jours après le Great America Free de l'Américain Rich Wilson. Le 15 mars, Nautic Sport Capsch, le bateau de l'Autrichien Norbert Sedlacek Koch, passe la ligne d'arrivée et met un point final à ses Vendée Globe. Seuls 11 des 30 skippers au départ sont parvenus à revenir au sable. 2 ont failli ne jamais revenir et 8 bateaux ont connu de grosses avaries sur les 3 premiers jours, conduisant par la même occasion 3 bateaux à l'abandon durant ces horribles 72 heures. Le livre de l'édition 2008 se referme mais restera à jamais ouvert dans l'histoire. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche des notifications et à venir me suivre sur mes réseaux sociaux. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Gothic, ciao ciao, bye.